Durant l'été caniculaire de 1982 en Espagne, l'équipe d'Allemagne de l'Ouest a présenté au tournoi un football à la fois rationnel, froid et non moins spectaculaire. Sous la houlette de Jupp Derwall, elle a réalisé un parcours controversé mais aussi glorieux lors de la Coupe du Monde 82. Forte d'une génération de joueurs formés à une discipline de fer et imprégnée du fameux style de jeu de la Mannschaft, une défense impénétrable, des attaques fulgurantes et un esprit combatif sans faille. Elle s'est hissée discrètement jusqu'en finale. Malgré sa défaite face à une Italie survoltée au Bernabéu, l'image des Tanks cette année-là, notamment après la demi-finale d'anthologie contre les Français, est restée gravée dans la mémoire de toute une génération d'amateurs de football. Mais derrière la médaille d'argent et les larmes versées à Madrid, se cachent des destins bien différents. Plus de 40 ans ont passé, et le temps a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Revenons sur les hauts et les bas des joueurs qui incarnaient l'âme de l'Allemagne de l'Ouest cette année-là. Karl-Heinz Förster, le pilier de la défense ouest-allemande lors de la Coupe du Monde 1982. À 23 ans, il incarnait la solidité et la ténacité, chargé de neutraliser les attaquants les plus dangereux de l'équipe adverse. Grâce à son style de jeu infatigable, agressif mais rarement malveillant, Förster a muselé de nombreux buteurs de haut niveau tout au long du tournoi. Sa performance en finale, notamment face aux redoutables attaquants italiens, a révélé le potentiel d'un futur défenseur central de classe mondiale, un joueur sur lequel ses coéquipiers pouvaient toujours compter. Après l'Espagne 82, la carrière de Förster a continué de s'épanouir. Il est devenu une légende au VfB Stuttgart avant de rejoindre la France et l'Olympique de Marseille, où il a réalisé le doublé championnat. Curieusement, malgré son rôle de bourreau sur le terrain, Förster est resté dans les mémoires comme un expert en arts martiaux. Après sa retraite, il n'a pas choisi la voie du coaching, mais est devenu un agent de joueurs prestigieux. Il a mis à profit son œil de lynx, acquise en tant que défenseur central, pour dénicher et encadrer de jeunes talents. Förster est très discret sur sa vie privée. Il se tient à l'écart des médias, mène une vie paisible et se consacre pleinement à son activité dans le monde du football. Il existe un lien intéressant entre Förster sur le terrain et en dehors, la protection. Si sur le terrain, il utilise son corps pour défendre le but. And the horror, il met son expérience et son dévouement au service de ses clients. Calme et fiabilité demeurent les maîtres mots de toutes ses actions. Aujourd'hui, 66 ans, Karl-Heinz Förster travaille toujours avec assiduité comme agent sportif. Il mène une vie riche et respectée, prouvant qu'un défenseur discret peut, même après avoir raccroché ses crampons, laisser une empreinte durable et fructueuse. Manfred Kaltz arriva à la Coupe du Monde 1982 à l'âge de 29 ans, auréolé de la réputation d'être l'un des meilleurs latéraux offensifs de l'histoire. Il était célèbre pour ses Bananenflanken, ses centres enroulés qui désorganisaient la défense adverse et permettaient à ses coéquipiers de marquer. Lors de ce tournoi, Kaltz ne se contenta pas de défendre avec acharnement, mais se révéla également un véritable poison pour les défenses adverses sur son aile droite. Il joua l'intégralité des 660 minutes et fut un élément indispensable du dispositif tactique de l'Allemagne de l'Ouest. La carrière de Kaltz a été marquée par une fidélité absolue au Hamburger SV, HSV, où il a passé la quasi-totalité de sa carrière et remporté tous les titres, dont la prestigieuse Coupe C1. Pourtant, loin des projecteurs, Kaltz est une personne extrêmement introvertie. On le surnommait Schweiger, le silencieux, en raison de sa discrétion habituelle. Après sa retraite, il a tenté sa chance comme entraîneur adjoint, mais s'est vite rendu compte que le tumulte du football de haut niveau ne lui convenait pas. Il a alors choisi de travailler dans une école de football privée, où il enseigne discrètement aux enfants les techniques du football. Sa vie est paisible, loin de tout scandale, à l'image d'un homme qui préfère s'exprimer par ses actes. Le paradoxe de Kaltz, c'est que sur le terrain, ses centres dessinent de magnifiques courbes, bruyantes et enflammées, qui font vibrer le stade. Mais en dehors, sa vie est d'une tranquillité absolue. Il ne recherche pas la gloire, il veut simplement faire ce qu'il aime. Aujourd'hui, à 71 ans, Manfred Kaltz coule toujours des jours paisibles à Hambourg. Il continue de s'investir dans la formation des jeunes de son ancien club, se contentant de son rôle de mentor discret qui, de temps à autre, exécute encore la légendaire croix banane pour rappeler aux jeunes générations l'âge d'or du football.
Harald Tony Schumacher fut un grand vilain lors de la Coupe du Monde 1982. À 28 ans, il était un gardien de but au talent exceptionnel, mais aussi d'une férocité redoutable. Son tournoi fut marqué par une collision terrible avec le Français Patrick Battiston en demi-finale, qui fit de lui l'ennemi public numéro 1 aux yeux des fans de football du monde entier. Pourtant, il est indéniable que sans sa ténacité et son talent lors de la séance de tir au but fatidique, l'Allemagne de l'Ouest n'aurait jamais atteint la finale. Il incarnait à la perfection la détermination implacable nécessaire au sport de haut niveau. Après le tournoi, la vie de Schumacher connut de véritables bouleversements. En 1987, il publia son autobiographie Amphiff, le coup de sifflet d'ouverture, révélant les aspects les plus sombres du football allemand, tels que le dopage et les paris. Ce livre lui valut d'être exclu de l'équipe nationale et du club de Cologne, le marginalisant. Mais Schumacher ne se laissa pas abattre. Il partit pour la Turquie, puis revint en Allemagne pour jouer au Borussia Dortmund et même au Bayern Munich. Après sa retraite de joueur, il travailla comme entraîneur de gardiens de but et commentateur sportif. Sa vie personnelle fut également mise à rude épreuve, mais il se remaria et retrouva la sérénité. Le lien qui unit Schumacher sur et en dehors du terrain est indomptable et rebelle. Sur le terrain, il n'a pas peur des contacts, ni de la haine, tant qu'il garde ses cages inviolées. En dehors du terrain, il n'hésite pas à dire la vérité, même si elle est blessante, et est prêt à en payer le prix. C'est un guerrier solitaire, toujours prêt à affronter le monde. Aujourd'hui, 70 ans, Harald Schumacher reste un visage familier du petit écran allemand. Il a fait la paix avec son passé, même avec Battiston. Si ses cheveux sont gris et son sourire plus doux, son regard est toujours aussi perçant. Celui d'un homme qui a vécu et lutté jusqu'au bout pour son identité. Uli Stilich arrive en Espagne en 1982 auréolé de gloire au Real Madrid, l'un des rares Allemands à avoir connu le succès à l'étranger à cette époque. Âgé de 27 ans, il évolue au poste de libéraux ou de milieu défensif avec panache et technique. Son moment le plus mémorable et douloureux du tournoi reste son penalty manqué en demi-finale contre la France. L'image de Stilich, in l'arms, dans les bras de Schumacher, devient le symbole de l'immense pression subie par les joueurs. La carrière de Stilich fut un long parcours marqué par un dévouement sans faille. Pilier du Real Madrid pendant de nombreuses années, il était vénéré par les supporters. Après sa retraite, Stilich devint un entraîneur chevronné, notamment couronné de succès en Asie à la tête d'équipes nationales comme la Corée et la Chine. Il était réputé pour son style d'entraînement rigoureux et très populaire. Sa vie personnelle fut marquée par une terrible tragédie, le décès de son fils des suites d'une grave maladie. Face à cette épreuve, il doute faire preuve d'une force de caractère extraordinaire pour continuer à travailler. Il existe une similitude entre Stilich sur le terrain et en dehors, notamment en matière de persévérance. Sur le terrain, il ne recule jamais, même après une erreur fatale. En dehors du terrain, il a également surmonté l'immense douleur de la perte de son père pour continuer à vivre et à travailler. Les larmes versées en 1982 n'étaient en réalité que le début de son parcours émotionnel. Aujourd'hui âgé de 69 ans, Uli Stilich a pris sa retraite du football chinois en 2020. Il a choisi une vie paisible en Espagne, qu'il considère comme sa seconde patrie. Son parcours témoigne de son professionnalisme et de sa capacité à se relever avec force après les épreuves. Paul Breitner, reconnaissable à sa chevelure hirsute et à sa barbe fournie, était le leader spirituel de l'Allemagne de l'Ouest en 1982. À 30 ans, Breitner régnait en maître sur le milieu de terrain, dictant le jeu et inscrivant l'unique but allemand en finale contre l'Italie. Il est l'un des rares joueurs de l'histoire à avoir marqué lors de 2 finales de Coupe du Monde différentes. Sur le terrain, Breitner alliait une technique individuelle hors pair à une intelligence tactique aiguisée, une forte personnalité que personne ne pouvait intimider. La vie de Breitner en dehors des terrains était encore plus tumultueuse. Dans sa jeunesse, il se considérait comme maoïste, importait un livre rouge à l'entraînement et tenait toujours des propos provocateurs sur la politique et la société. Il s'est même rasé la barbe pour une publicité de cosmétiques et a participé à un western. Après sa retraite, Breitner est devenu un commentateur avisé, un conseiller stratégique du Bayern Munich et une voix influente du football allemand. Il n'hésitait pas à critiquer son ancienne équipe ou les jeunes lorsqu'ils jouaient mal.
La rébellion de Breitner était constante, sur et en dehors du terrain. Sur le terrain, il jouait à sa manière, défiant les tactiques conventionnelles. En dehors du terrain, il vivait selon ses propres idéaux, bravant les préjugés sociaux. Breitner était l'incarnation même de la star du football intellectuel et engagé qui refusait la médiocrité. Aujourd'hui, 72 ans, Paul Breitner est toujours en pleine forme et reste une figure emblématique du football. Il partage son temps entre sa famille et son travail d'ambassadeur de marque. Ses cheveux bouclés ont blanchi, mais son arrogance et son ego surdimensionné demeurent intacts, continuant d'inspirer ceux qui osent vivre différemment. Karl-Heinz Rummenigge, l'étoile montante et le leader du football allemand lors de la Coupe du Monde, 1982. Arrivé au tournoi auréolé du Ballon d'Or européen, Rummenigge, malgré des blessures récurrentes et seulement 473 minutes de jeu, parvint tout de même à inscrire 5 buts. Son entrée en jeu en prolongation lors de la demi-finale contre la France et son but immédiat restèrent l'image qui sauva toute la nation allemande ce soir-là. Karl était un attaquant complet, puissant, technique et doté d'un sens du but exceptionnel dans la surface de réparation. Après le tournoi, la carrière de Rummenigge s'est poursuivie au plus haut niveau, au Bayern Munich puis à l'Inter Milan. Cependant, son plus grand héritage réside dans son rôle d'entraîneur. Après avoir raccroché ses crampons, il est devenu le principal artisan de la domination du Bayern Munich au XXIe siècle. En tant que directeur général, il est également président de l'Association des clubs européens, ECA, l'une des figures les plus influentes du football mondial. Sa vie est faite de voyages de luxe, de négociations à plusieurs millions de dollars et de décisions qui changent la donne. L'évolution de Rummenigge, du joueur à l'homme d'affaires, est fascinante. Sur le terrain, il concrétise les occasions, tandis qu'à la table des négociations, il les crée et conclut les accords. Son sang-froid et son efficacité, typiquement allemand, se manifestent pleinement dans les deux rôles. Il incarne la réussite absolue. Aujourd'hui, à 68 ans, Karl-Heinz Rummenigge a quitté son poste de PDG du Bayern Munich, mais reste membre du conseil de surveillance et une voix influente au sein de l'UEFA. Il mène une vie fastueuse, est extrêmement respecté et représente un exemple inspirant pour les joueurs quant à la reconversion professionnelle après leur retraite. Pierre Littbarski, la touche d'improvisation qui a adouci la rigueur du jeu de l'Allemagne de l'Ouest lors de la Coupe du Monde 1982. À 22 ans, le jeune homme aux jambes arquées a fasciné le public par ses dribbles acrobatiques, inscrivant 2 buts et délivrant de nombreuses passes décisives. Littbarski a apporté souplesse, créativité et surprise, rendant le jeu de l'Allemagne de l'Ouest plus imprévisible et spectaculaire que jamais. Le parcours de Littbarski après cette aventure fut passionnant. Il fut l'une des premières grandes stars à jouer au Japon et contribua à la création de la J-League. Passionné par la culture japonaise, il épousa une japonaise et vécut longtemps au pays du soleil levant, où il entraîna diverses équipes. Littbarski travailla également comme recruteur et entraîneur en Allemagne et en Australie. Sa vie, empreinte de rires et de voyages, affranchie des conventions, connut un grand nombre de personnes. La générosité de Littbarski sur le terrain se retrouvait étrangement dans sa vie. Il n'a pas choisi la facilité, mais a exploré de nouveaux horizons, tout comme il cherchait toujours les moindres ouvertures pour dribbler ses adversaires. C'était un véritable artiste nomade. Aujourd'hui, 64 ans, Pierre Littbarski arbore toujours ce sourire radieux. Ambassadeur de la marque Wolfsburg, il participe régulièrement à des échanges footballistiques germano-japonais. Son parcours nous rappelle que le football ne se résume pas à la victoire ou à la défaite, mais qu'il est aussi source de joie et de partage culturel. Hans-Peter Briegel a rejoint l'Espagne 82 à l'âge de 26 ans, surnommé Die Walz von der Pfalz, le rouleur du Palatinat. Décathlonien à l'origine, Briegel possédait une force physique hors du commun et une puissance terrifiante. L'image de Briegel, jouant sans protège tibias, chaussettes tombant jusqu'aux chevilles, fonçant sur ses adversaires comme un camion sans frein, est devenue un véritable cauchemar pour tous les attaquants. Lors de ce tournoi, il a joué 636 minutes, attaquant et défendant sans relâche, incarnant la force musculaire phénoménale des Allemands. Après le tournoi, Briegel est devenu une légende vivante de Kaiserslautern avant de surprendre tout le monde en rejoignant l'Hellas Vérone en Italie. Là-bas, il a accompli un véritable miracle en menant une équipe de province au titre de champion de Série A, un exploit sans précédent.
Après sa retraite de joueur, Briegel s'est tourné vers l'entraînement, prenant souvent en charge de petites équipes ou des sélections nationales modestes comme l'Albanie ou le Bahreïn. Sa vie est empreinte de simplicité et d'une passion dévorante pour le sport. Il s'investit également activement dans des actions caritatives, notamment des projets de développement du football dans les régions défavorisées. La personnalité de Briegel se caractérise par une constance absolue, une approche directe et efficace sur le terrain. Il ne fait pas de fioritures, mais utilise sa force pour résoudre les problèmes. Dans la vie comme dans sa carrière d'entraîneur, il privilégie une méthode de travail franche et sans prétention, donnant toujours le meilleur de lui-même, même dans les situations les plus difficiles. Aujourd'hui, à 68 ans, Hans-Peter Briegel conserve le physique athlétique d'un ancien sportif. Il vit paisiblement dans sa ville natale, apparaissant souvent avec un doux sourire, un contraste saisissant avec son allure farouche, et est vénéré comme un saint vivant par les supporters de Vérone et de Kaiserslautern. Horst Hrubesch, la bête de la tête, pilier de l'attaque redoutable de l'Allemagne de l'Ouest lors de la Coupe du Monde 1982. À 31 ans, Hrubesch était réputé pour son physique imposant et son jeu de tête exceptionnel. Son moment de gloire dans le tournoi ne survint pourtant pas d'une tête, mais du pénalty décisif lors d'une séance de tir au but haletante contre la France en demi-finale. Hrubesch s'avança avec sang-froid et trompa Jean-Luc Ettori, qualifiant ainsi l'Allemagne de l'Ouest pour la finale. C'était le genre de joueur qui n'avait pas besoin de fioritures, mais d'une efficacité redoutable. La carrière de Hrubesch est indissociable du Hamburger SV, où, avec Colts et Magath, il a dominé l'Europe. Mais le plus intéressant reste la suite de sa vie. Hrubesch est devenu l'un des entraîneurs de jeunes les plus titrés de l'histoire de la Fédération allemande de football, affectueusement surnommé Oncle Horst par les jeunes joueurs. Il a mené la nouvelle génération dorée allemande, à l'instar d'Özil, Neuer et Hummels, à la victoire au championnat d'Europe espoir et à la médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2016. Loin de l'image parfois intimidante qu'il projetait, Hrubesch est en réalité un homme chaleureux et réfléchi qui aime se détendre en pêchant. Le contraste entre Hrubesch sur le terrain et en dehors est touchant. Ce redoutable joueur que tous les défenseurs redoutent s'est mué en un grand-père ou un père bienveillant, dévoué à former les futurs talents du football national. Il a transformé sa férocité en patience dans l'enseignement. Aujourd'hui, à 73 ans, Horst Hrubesch n'est pas encore complètement à la retraite. La Fédération allemande de football fait toujours appel à lui régulièrement pour éteindre les incendies au sein de l'équipe nationale féminine ou des équipes de jeunes en cas de besoin. Il est de la preuve que même les géants ont un cœur généreux. Klaus Fischer, vétéran et maître des buts acrobatiques lors de la Coupe du Monde 1982. À 32 ans, malgré un statut de remplaçant, Fischer a marqué l'histoire de la Coupe du Monde avec l'un de ses plus beaux moments, le retourné acrobatique magistral qui a égalisé à 3-3 en prolongation lors de la demi-finale contre la France. Plus qu'un simple but, c'était un chef-d'œuvre, l'instant qui a ravivé l'espoir de toute une nation allemande au bord de la défaite. Fischer, le roi du retourné plongeant, était un redoutable attaquant de surface, doté d'un instinct inné pour marquer. Après le tournoi, Fischer a continué à jouer régulièrement en Bundesliga et détient le record du deuxième meilleur buteur de l'histoire de cette compétition, derrière Gerd Müller. À cette époque, après avoir accroché ses crampons, il a ouvert une école de football portant son nom, spécialisée dans l'enseignement des techniques de finition aux enfants. Fischer mène une vie très paisible, loin du tumulte du show business. Il est un symbole de fidélité, ayant consacré la majeure partie de sa carrière et de son cœur à Schalke 4, malgré les hauts et les bas de l'équipe. L'équilibre était le fil conducteur de la vie pour Fischer. Sur le terrain, il excellait dans les airs pour réussir des crochets. En dehors des terrains, il cultivait un équilibre parfait entre célébrité et vie privée, menant une vie humble malgré ses records impressionnants. Aujourd'hui, à 74 ans, Klaus Fischer est toujours en pleine forme et enseigne directement dans son école de football. Les supporters le citent encore à chaque fois qu'un joueur réussit un retourné acrobatique, car pour les Allemands, ce sera toujours la marque Klaus Fischer. Wolfgang Dremmler.
le héros discret mais essentiel de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest lors de la Coupe du Monde 1982. Parmi les stars brillantes de cette année-là, Dremler, à 27 ans, était le moins médiatisé, mais il a disputé les 7 matchs, cumulant 631 minutes de jeu pour le Bayern Munich et la sélection allemande. Joueur polyvalent, travailleur et intelligent, il se positionnait toujours au bon endroit au bon moment pour stopper les attaques ou soutenir ses coéquipiers dans la construction du jeu. C'est grâce à sa persévérance et à sa discrétion que Rummenigge et Littbarski ont pu briller sur le terrain espagnol. Cependant, la carrière de joueur de Dremler prit fin prématurément suite à une grave blessure au genou. Mais, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Dremler se reconvertit en recruteur puis en directeur du centre de formation du Bayern Munich. Il joua un rôle déterminant dans la découverte et l'éclosion de talents tels que Bastian Schweinsteiger et Thomas Müller. Il œuvra dans l'ombre, discrètement mais efficacement, à l'image de sa façon de jouer au football. La vie de Dremler illustre parfaitement l'adage « Le bon vin n'a pas besoin de buisson ». Il ne recherche ni la gloire ni les honneurs sur le terrain. Il se dévoue à l'équipe. Après sa retraite, il continue d'œuvrer pour le club à des postes clés en matière de logistique. Son dévouement discret est le fondement du succès collectif. Aujourd'hui, 69 ans, Wolfgang Dremler est retraité et coule des jours paisibles. Il apparaît rarement dans les médias, mais au Bayern Munich. Son nom est toujours évoqué avec respect, en hommage à un joueur dévoué,